Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Nous abordons la dernière partie de cette émission, toujours avec Ferdinand Aïté, il est le patron du journal L'Alternative. Loïc Lawson, il est le directeur de publication du journal Le Flambeau des démocrates. Loïc, nous allons parler cette fois-ci de la souveraineté des États africains. Quand on parle de souveraineté, à quoi peut-on faire référence? Naturellement, la souveraineté, je crois que c'est dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on parle habituellement de domaine de souveraineté, c'est-à-dire c'est les défenses, c'est la monnaie, ouais. c'est même si tu veux, c'est l'éducation, c'est la santé, tout ce qui est facteur de développement. Ouais. Si vous n'êtes pas indépendant là-dessus, je crois que la sécurité est à l'heure. Depuis les années 60, les États africains sont jaloux de leur souveraineté. Nous sommes indépendants, nous sommes souverains. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui est un continent souverain? Si je le dis, je fais allusion aux États. Oui, c'est un État de l'Afrique. Sur le papier, nous sommes des États indépendants. C'est clair. On n'est plus à l'époque où avant la guerre mondiale où facilement un État peut venir attaquer un autre. Ouais. C'est pour cela que l'ONU a été créée, pour essayer justement de pallier à cela, même si ça existe encore quelque peu, on trouve des arguments avec l'accord de l'ONU maintenant pour intervenir dans des États en conflit et pour essayer de maintenir avec les problèmes de maintien de paix par moment. Ouais. C'est les casques bleus et on passe toujours par l'ONU habituellement pour ce genre de choses. Mais au fond, fondamentalement, est-ce que nos États sont indépendants? Parce que déjà, quand on parle d'indépendance et que pour se soigner, nos chefs d'État doivent aller se soigner à l'étranger, je ne sais pas de quoi on parle, de quelle indépendance on me parle. Si le grand débat sur la monnaie, quand tu prends la monnaie... On va en parler tout à l'heure. Le CFA, bon, ceux qui ne sont pas pour le CFA, tu vois, comment ils expliquent, ils démontrent que c'est une servitude volontaire et qu'on n'est pas réellement indépendant sur le plan monétaire parce que notre monnaie est arrivée, et le CFA est arrivé à l'euro, et ainsi de suite. Quand tu prends sur le plan des défenses nationales, c'est vrai, on a une armée, mais on a une armée, on a une police, mais en réalité, cette armée n'a pas les moyens de construire elle-même les rafales, les mitraillettes, tout ça, on les paye avec les Français, les Russes, les Américains. Tu es d'accord avec moi? Et cette armée a besoin tout le temps, c'est les Français qui viennent former nos militaires. Pour se former, nos militaires sont obligés d'aller en France pour se former, et ainsi de suite. Et sur le plan politique, nous n'avons pas un modèle politique tracé, calqué sur l'Afrique. Tu verras que récemment, le président ghanéen, parlant dans une couple d'interviews, il parlait justement d'une démocratie un peu calquée sur le modèle un peu africain. Et il le disait un peu indirectement. Et nos tests, même quand tu prends nos tests, ceux qui utilisent nos États, c'est du copier-coller des puissances, de la puissance colonisatrice, ainsi de suite. Oui, on est indépendant parce que habituellement, moi, ce qui me fait rire, c'est que quand ça nous arrange, on est indépendant, mais quand ça ne va pas, tu verras récemment comme au Mali, il a fallu que les djihadistes qui envahissaient le territoire, on court. On fait appel à la France. C'est la France qui est venue sauver récemment Déby avec le Tchad. Il y avait une rébellion qui venait pour lui créer des soucis. C'est la France qui a encore venu à ça. Bon, alors, finalement, est-ce qu'on est vraiment indépendant ou pas? Je pense que le sujet est assez bateau et spécifiquement sur certains sujets. Et je crois qu'avec Ferdinand, si Ferdinand touche certains points assez importants, justement, on va en développer. Oui, Ferdinand, les États africains sont tellement jaloux de leur souveraineté de telle manière que quand sur le plan politique, il y a une petite ingérence, on brandit la carte de souveraineté. On est souverain et nous faisons ce que nous voulons. Est-ce que les États africains sont réellement souverains? Ça, c'est la fierté qu'on éprouve lorsqu'on est devant les populations. On dit qu'on est souverain, mais on est pressé d'aller recevoir 2 véhicules offerts par le Japon, des sacs de riz offerts par la Chine, ou bien, je ne sais pas, quelle ambassade a réhabilité quelle morgue par ici. On est content, on fait danser les populations, des choses que nous-mêmes nous pourrons faire. Et donc, je pense que si c'est sur ce plan-là, on n'est pas trop souverain.
souverains. Mais quand on nous donne un certain nombre de conseils, hein, en disant, bon, vous gérez mal votre économie, il n'y a pas de respect des règles démocratiques, vous faites des élections truquées, on dit, ah ben, mais nous sommes souverains, on n'a pas d'ordre à recevoir de vous et tout ça. Et donc, c'est une question un peu complexe. Hein. On l'utilise, les gouvernants l'utilisent quand ça les arrange, et parfois quand ça ne les arrange pas, ils ont notre position. Et donc, on est dans une hypocrisie totale, mais il faut quand même avouer que sur le plan de l'intégration du continent africain, du moins l'Afrique subsaharienne, à certaines réalités du monde, nous avons du chemin à faire et on dépend énormément de l'Occident ou des gens qui ont eu à nous coloniser. Vous savez, au-delà des questions aujourd'hui qui suscitent beaucoup de passion sur les réseaux, dans les débats comme le CFA, on reviendra là-dessus, il y a beaucoup qui ignorent les liens qui lient nos États. À certains de ces pays-là. Par exemple, on vient de parler de l'armée. Parfois, on n'a même pas d'avion de transport de troupes. Nous n'en avons pas. Même pour faire les entraînements, il faut que les avions viennent de l'extérieur pour transporter nos troupes, à apprendre à faire les sauts. Et tout ça, après, l'avion repart pour surveiller nos côtes. Il y a régulièrement des navires militaires qui arrivent. Nous les passons, on les passe souvent à la télévision, on voit. Des simulations pour le partage de renseignements. Nous n'avons pas les moyens pour avoir les renseignements. Et vous savez que dans les ambassades ici, notamment à l'ambassade de France, le premier conseil, je ne sais pas, il est l'un des principaux conseils de nos ministères de la Sécurité parce que c'est eux qui nous donnent un certain nombre de renseignements que nous n'avons pas pour nous permettre de voir un certain nombre de choses. Par exemple, s'il y a un bateau qui est rempli d'armes ou je ne sais de quoi, qui se dirige vers le Togo n'a pas des moyens de le savoir. Mais peut-être la France ou les États-Unis ont des satellites pour savoir que ce bateau est bourré de drogue ou d'armes. Et donc, il y a de ces échanges-là. Et donc, nous sommes dans un monde interdépendant dans lequel clamer une souveraineté de façon étanche est un leurre. Maintenant, pour le reste, c'est des questions de fierté de l'Africain, d'hypocrisie, et ça suscite bien des débats. Surtout quand on fait mal, surtout quand le dirigeant fait mal, il brandit la fibre patriotique, il dit « Ah, ben nous on est nationalistes, on fait ci, on fait ça ». Mais contrairement et paradoxalement, on le disait en début d'émission, et avec Ferdinand parlait de nos sociétés qui sont toutes privatisées. À qui? À ceux-là, dont on dit non, multinationales. Voilà. Ce sont elles qui prennent aujourd'hui au Togo, pratiquement toutes nos banques sont privatisées, pratiquement. Oui, même si vous prenez les institutions régionales, la CEDEAO, c'est financé par soit l'Union européenne ou bien tel État. Tout à fait. Même le siège de nos institutions sont construits. Donc, dans ce cas, est-ce qu'on peut parler vraiment d'indépendance comme Oui, c'est vrai que formellement sur le papier, oui, mais dans le concret. Et est-ce que ça n'empêche pas, que ça ne pénalise pas le continent africain de s'imposer réellement dans les relations internationales avec tous les États? Non, c'est vrai. Il faut voir la queue que nos chefs d'État font pour être reçus à l'Élysée, à la Maison-Blanche. Tu as vu le Congolais Denis Sassou Nguesso qui a même débarqué aux États-Unis en disant lui, il doit être reçu par Trump. Et puis à la fin, on dit mais non, tu n'as aucune audience avec le président Trump. C'était une humiliation. Il a dû ramasser son secrétaire d'État et repartir. On se dit, mais écoutez, si tant et qu'on est indépendant, pourquoi vouloir aussi, tous ces salamalek, vouloir que tous ces gens-là, on puisse aller leur serrer la main. Tu as vu Ouattara l'autre fois pour parler du CFA, il a dû aller parler avec Macron et à la sortie, les journalistes ne lui ont pas demandé, ne lui ont pas posé une question sur le CFA, lui-même s'impose le sujet CFA pour en parler. Ainsi de suite, c'est-à-dire, on pousse plein d'exemples sur lesquels, et à chaque fois quand c'est chaud, c'est vers eux on va, parce qu'on n'est pas conséquent avec nous-mêmes. Nos dirigeants ne veulent pas vraiment engager le développement de nos États. Ils préfèrent beaucoup plus piller nos États. Et quand on tombe malade, on court là-bas. Tu as vu Ali Bongo comme une punition de Dieu. Il a fallu qu'il dise au cours d'une émission plateau que lui, maintenant, c'est bon au Gabon, on va se soigner au Gabon. Et puis tu sais, et puis quelques temps après, il tombe. Et il n'arrive même pas à rester au Gabon, c'est au Maroc, c'est en Arabie Saoudite qu'il est. Les pays de l'Afrique subsaharienne souffrent de la malgouvernance, ça manque d'ambition et ça refuse de bouger parce que sur le plan démocratique, on est encore à l'étape de balbutiement. À quoi rime notre souveraineté? À quoi rime la souveraineté du continent africain
c'est une question à laquelle il est difficile de trouver des réponses, mais il y a une question fondamentalement qui alimente et cristallise l'actualité ces derniers temps-ci. C'est la souveraineté économique avec la question de franc CFA. Faut-il sortir? Faut-il s'effacer comme les gens le disent? Faut-il sortir de la zone franc CFA, Ferdinand? Oui, il faut en sortir, il faudra en sortir un jour, mais il faut sortir de manière organisée, ordonnée. Il ne faut pas, parce qu'on voit là, c'est une hystérie générale, tout le monde se lève, on parle de CFA, certains qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais c'est un débat public et tout le monde doit parler. Oui, mais un débat public... Oui. C'est d'abord les spécialistes, hein, les économistes, les monétaristes, c'est surtout ça. C'est eux qui doivent, ils ont déjà fait le diagnostic, ils nous ont démontré ce que nous perdons en tant que pays en étant toujours, en laissant ce cordon ombilical avec la France. Ouais. Maintenant, il faut proposer comment on en sort. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On fait un diagnostic, il faut voir comment on guérit le mal. Et il faut un débat. Mais il faut laisser de côté la passion, tout ce qui se passe là, où ça devient totalement de l'hystérie. Où les gens déchirent même les... Et on ne fait rien avec ça. On ne fait rien de potable avec ça. Parce que avant, si la question était résolue dès l'indépendance, comme les pays comme le Ghana, comme le Nigeria, c'est des pays qui ont plus ou moins des institutions, même si certaines institutions sont faibles, sont des institutions solides qui encadrent la question de la monnaie. Ouais. Et nous devons faire attention. Il faut régler les problèmes de gouvernance politique et institutionnelle, gouvernance financière, avant de mettre sur pied la monnaie. Parce que moi, je ne veux pas me retrouver dans un pays un matin, parce que le président de la République, il a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir législatif, il a le pouvoir judiciaire. Non, mais il y a la séparation des pouvoirs. Nous sommes il peut se permettre, écoutez, arrêtez que attendez que je finisse. Il peut se permettre de démettre à midi, à 13h, parce qu'en dormant le soir, il a rêvé que Kodjo ou Komla lui en veut, et démettre le directeur de la banque centrale ou de la banque nationale, placer sa copine et lui dire, bon, coupe-moi l'argent comme tu veux, coupe-moi tel montant, et on se retrouve sur le marché avec beaucoup d'argent, mais on ne sait pas quoi faire. On voit aujourd'hui le cas, on a vu le cas du Zaïre au temps de Mobutu, on a vu le cas du Zimbabwe. Moi, j'étais en Gambie quand Yaya Jammeh est tombé, et la monnaie gambienne, le Galaxy, portait l'effigie de Yaya Jammeh. On a écrit là-dessus docteur, tous ces noms, on a écrit ça sur sa photo. Et quand Yaya Jammeh est parti, il n'a pas pris un seul billet de cet argent sur lequel figure sa photo. Il a pris les dollars et les euros. Et il a fallu encore dépenser de l'argent pour démonétiser l'argent qui portait l'effigie de Yaya Jammeh. Et donc, nous avons des présidents tout puissants dans nos pays francophones. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Même les pays dans lesquels il y a des contre-pouvoirs, parfois certains chefs d'État essaient de les grignoter. On a vu un peu au Sénégal comment est-ce que Macky Sall s'est arrangé pour éliminer tous les candidats potentiels qui pouvaient lui faire ombrage pour aller aux élections avec les faire-valoir. Et donc, nous devons sortir du franc CFA, mais il faut sortir de manière ordonnée. Nous devons régler au préalable un certain nombre de problèmes. Et moi, j'ai peur que, dans le cas comme les Togo, que des jeunes soient détournés vers d'autres objectifs. Parce que j'ai vu des choses qui m'ont fait tic dans la tête. J'ai vu le ministre Bahara qui a fait un tweet dans lequel il dit oui, tous les pays qui se sont développés avec leur propre monnaie. Et je vois des jeunes qui étaient là récemment à lutter contre Faure Gnassingbé, à être engagés, des artistes, tout ça. Ils ne parlent plus de Faure Gnassingbé. Ces jeunes ne parlent que du franc CFA. Alors que l'objectif aujourd'hui des Togolais, c'est de lutter contre le régime qui est là. Et donc, j'ai peur que ce sujet ne soit instrumentalisé et qu'on détourne certains jeunes de leur engagement vers la question du franc CFA. Et comme ça, ces jeunes vont oublier la gouvernance qui est là. Faisons attention. Il faut sortir, mais il faut sortir de manière organisée. Est-ce qu'on peut parler d'une diversion finalement? Non, c'est pas une diversion. Non, c'est pas une diversion. Non, c'est pas une diversion. C'est un débat légitime. C'est pas une diversion. Légitime et je crois que c'est pour ça tout récemment il y a eu cette fameuse rencontre à Bamako avec les experts qui essayent de réfléchir à justement comment sortir, parce que depuis que le débat a été lancé, ça va dans tous les sens. Maintenant, je crois qu'ils ont trouvé nécessaire de réfléchir et de s'organiser, parce qu'il faut dire oui, partir du CFA, oui, mais comment partir, quel va être le processus. Et je me rappelle dans une émission, Ferdinand rappelait le cas du Brexit. Du Brexit. Tu vois, aujourd'hui, l'Angleterre, avec toute sa puissance, elle a une monnaie assez forte, qui est le livre, mais
est en train de faire un rétropédalage, est en train de regretter la sortie du Brexit. Ouais. Tu vois, ils sont en train de faire les pieds et les mains à demander à l'Union européenne de leur donner encore une chance, de leur... Tu comprends? Parce qu'on n'a pas réfléchi, les populistes ont pris le dessus au cours du débat, ils sont arrivés à convaincre les populations, entraîner et détourner l'attention des populations de l'essentiel, et elles ont voté massivement la sortie, et aujourd'hui on le regrette. Donc il faut savoir sortir du CFA, sinon on va regretter tellement cette histoire-là que, c'est-à-dire on va en vouloir à ceux qui ont créé même le débat. Parce que si vous ne mettez pas les dispositifs nécessaires pour qu'il y ait un mécanisme de sortie, ah non, alors bonjour les gars. Est-ce qu'aujourd'hui, je reste avec vous Loïc, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la question est importante mais n'est pas prioritaire? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, elle est très importante. C'est aussi une priorité, mais pas... C'est-à-dire on ne va pas se précipiter. Il n'y a pas de précipitation parce qu'on est dedans, ça fait... Beaucoup en parlait de 75 ans. Ouais. Alors, si on a pu rester dedans sur 15 ans et s'il faut prendre 5 ou 10 ans pour sortir, je ne pense pas que c'est trop. Je ne pense pas que c'est trop. C'est juste qu'il ne faut pas se précipiter. Discuter avec la France comme il se doit pour voir comment sortir, comment écarter la France du CFA en réalité. Parce qu'on peut garder, comme j'ai dit, la monnaie, on peut garder la monnaie telle qu'elle est, mais comment la Banque de France ne doit plus se mêler dans la gestion du CFA, que nos banques centrales puissent eux-mêmes organiser la gestion du CFA. Mais pour en arriver aussi, c'est très important, la bonne gouvernance. Si on n'arrive pas à la bonne gouvernance dans nos États et qu'on laisse nos banques centrales ou nos États diriger facilement cette monnaie, on va vers la catastrophe. On va vers la catastrophe parce que tu n'es pas sans savoir que les pays les moins développés au monde sont les pays qui aujourd'hui sont dans le CFA. Si on ne sait pas partir, ça veut dire qu'on risque encore de dégringoler davantage. Ferdinand, le constat aujourd'hui, c'est que la question ne semble pas faire de l'unanimité au sein des chefs d'État eux-mêmes. Non, ça ne peut pas faire l'unanimité. D'abord, justement, pourquoi? D'abord, c'est une question politique. Et c'est pas une question... Comment? Oui, c'est les chefs d'État qui décideront, tôt ou tard. Parce que c'est une question politique, ça engage chaque État. C'est pas des gens qui vont rester quelque part pour dire, bon, maintenant, on sort du CFA. Sinon, on serait déjà sorti. C'est une question politique. Et il y a certainement certains chefs d'État qui ont peur de la France, qui ne veulent pas couper le cordon. Il y a d'autres qui sont fondamentalement convaincus que, pour le moment, cette monnaie nous permet d'être stable. Et il ne faut pas qu'on aille dans la précipitation. Et donc, sur ce point-là, les positions sont divergentes. Et c'est normal, parce que c'est une question très sensible. Maintenant, nous devons accélérer les projets que nous avons avec nos institutions sous-régionales, comme la CEDEAO, pour voir comment est-ce qu'on doit converger rapidement vers une monnaie commune. Parce que même pour aller vers une monnaie commune, si on prend par exemple l'exemple de l'euro, il y a eu des conditionnalités pour certains pays. On n'a pas ramassé tout le monde pour mettre dans le même panier. Qu'est-ce que vous pesez dans l'économie? La lutte contre la corruption, le PIB, l'inflation, qu'est-ce que vous produisez? Et il y a tout ça parce que la question de la monnaie est complexe et implique d'autres questions connexes. Et donc moi je pense que il faut faire en sorte que, au niveau de nos institutions régionales, on puisse précipiter, on puisse poser le débat, il faut que le débat soit prioritaire. Il faut poser la question. Je sais qu'il y a un groupe qui a été mandaté au sein de la CEDEAO avec le président du Niger qui s'occupe de cette histoire-là et du côté francophone. Et il y a un autre groupe avec les anglophones et les lusophones, plus la Guinée, qui essaie de faire quelque chose. Il faut faire en sorte que le travail soit accéléré et qu'on sorte du CFA de manière ordonnée. Parce que si on doit sortir du CFA pour que le Togo puisse avoir la planche à billets et faire son argent, le Bénin, il fait son argent, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire fait son argent, ça va être de la pagaille totale. Et vous savez que quand vous allez dans les pays qui ont leur propre monnaie, c'est des pays qui ont une économie dollarisée. Si vous allez au Ghana aujourd'hui, dans les grands hôtels au Ghana, à Accra, vous ne payez même pas en cedi, vous payez en dollars. Et donc, ça veut dire que ces économies-là, même en ayant leur propre monnaie, sont soutenues par la devise étrangère. Et donc, nous devons faire en sorte pour que la sortie soit une sortie organisée. Mais moi, j'aimerais inviter juste les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'agitent.
qu'on est en train de détourner des objectifs premiers vers les questions du CFA. Ok, on t'a compris sur ce point-là. Louis, est-ce que ne faut-il pas craindre des représailles en voulant sortir du franc CFA? Bon, il y a 60 ans, on a vu le cas de la Guinée, comment, avec ses Touré, comment De Gaulle a eu à punir la Guinée. On a vu le Mali qui est entre-temps aussi, dans les années, je ne sais plus exactement quelle année, le Mali entre-temps avait quitté le CFA. Et 2 ans après, il est revenu dans le CFA parce que justement, on a introduit beaucoup de faux billets dans le système et ça a un peu plombé le système. Et aujourd'hui, en réalité, ceux qui craignent les représailles ou ceux qui vont craindre les représailles de la France, ce sont les pays où, quand on est mal élu. À mon avis, c'est quand on est mal élu, quand on a peur de prendre certains privilèges, on a besoin de la protection de la France et tout cela. Si on est bien élu, qu'on sait que la seule personne à qui on doit rendre compte, c'est son peuple, on doit soutenir. C'est pour ça que les chefs d'État, tu verras, beaucoup sont pour, hein, mais et ceux qui sont contre sont plus forts que ceux qui sont voilà, pour. Vous prenez le cas par exemple d'Idriss Déby, un protégé de la France. Il est pour, mais timidement, il ne dit pas... Non, ce monsieur Idriss Déby, c'est un plaisantin. C'est un vrai plaisantin. Ce monsieur a des réserves de pétrole énormes qu'il a dilapidé. Il y a même la Banque mondiale qui a créé un fonds souverain, comme on l'a fait en Norvège et en Suède pour les générations à venir. Il a cassé cette fortune-là, soit disant qu'il lutte contre le Boko Haram. Il a dilapidé les fonds avec sa famille et il va chercher 40 millions d'euros à Paris pour payer ses fonctionnaires. Et c'est ce monsieur qui vient vous parler de CFA ou bien de vous dire que non, que la France... mais la dernière fois... Qui l'a sauvé quand les rebelles arrivaient encore? C'est la France. C'est la France. Alors, donc, et ça fait débat. Ces monsieur, ces types comme Idriss Déby ne seraient jamais au pouvoir sans la France. C'est des plaisantins. Parfois, des manipulateurs. Des manipulateurs. Ils utilisent certaines expressions pour galvaniser leur population parce qu'ils savent que c'est la donne. Vous n'êtes pas tendre. Non, c'est pas une question d'être tendre. Moi, on joue au patriote. Moi, c'est un constat. Ce monsieur, c'est un plaisantin. Et donc, tout comme certains chefs d'État africains qui parfois balancent quelques messages anti-français, les gens crient dans leur pays, oh, il est contre la France, alors que bon, c'est les mêmes qui vont dealer, qui vont vendre tout leur bien à la France. Moi, je pense que ce n'est pas des modèles à suivre. Et il faut oublier ce type-là comme Idriss Déby. Oui, Louis? Non, mais je crois que tout est dit. Hein, et je me reprends. Sortir du CFA, c'est nécessaire, mais pas dans la précipitation. On a mis 75 ans dedans. On peut prendre 5-10 ans pour essayer de bien peaufiner la sortie. Surtout, voir les économies, parce qu'il faut aller tout doucement. S'il faut commencer avec 2 États, 3 États, 4 États, jusqu'à ce qu'on impose aux États qui ne sont pas encore dans la nouvelle monnaie un certain niveau de croissance, une certaine rigueur budgétaire, une gouvernance politique beaucoup plus transparente avant d'y accéder. Parce que la capacité aussi de rendre compte. Oui, justement, surtout ça. La transparence avant d'accéder. C'est comme ça se passe. Tu as vu un peu avec la France et l'Union européenne, avec la Turquie. La Turquie, pour rentrer dans l'Union européenne, tout ce qu'on lui imposait, tout ça, et aujourd'hui Erdogan s'oppose un peu à tout cela. Il ne faut pas ouvrir la vanne à n'importe qui, n'importe comment, sinon on va créer un désordre en Afrique subsaharienne et ça serait encore... on va reculer. Encore? Oui, on va reculer en arrière. Ce serait dommage. Ferdinand, on est presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut lire dans l'alternative de cette semaine? Alors là, nous sommes en train de boucler. Demain, on parlera des funérailles. Mardi, nous tournons cette émission. Tout à fait. Ce lundi. Nous parlerons des funérailles du père César Fernandez et les funérailles qui ont été boycottées par les autorités togolaises. Alors que le Burkina a envoyé des ministres ici. L'ancien ambassadeur de l'Espagne, il est arrivé. Personne n'a compris pourquoi ces funérailles ont été boycottées. Surtout que le prêtre est tombé sous les balles des terroristes. Donc c'est un symbole. Et nous disons aujourd'hui que nous combattons le terrorisme. Et les Salésiens, avec le Togo. Et les Salésiens, tout le monde sait ce qu'ils ont fait pour ce pays depuis Lomé jusqu'à dans toutes les villes de l'intérieur. Et c'est quand même bizarre
que cette cérémonie soit boycottée par les officiels. Même pas un simple député n'a participé à cette messe de requiem. C'est quand même bizarre, mais on connaît les motivations. Et puis ensuite, il y a le congrès de la FTF, et puis il y a les nouvelles taxes que dénonce aujourd'hui la TC que le gouvernement vient de créer, ou bien l'OTR. Et puis bon, dans notre chronique politique, il y a une lettre ouverte de notre chroniqueur au président Nana Akufo-Addo, ex-facilitateur de la crise togolaise. Voilà ce qu'on peut trouver de manière ramassée dans l'alternative qui paraît demain, mardi 26. Et d'accord, on invite les lecteurs à s'en procurer. Loïc, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Un mot de la fin? Non, mais c'est la première fois que je viens sur ton plateau Claver et honnêtement, moi je trouve l'initiative assez bien, pertinente, c'est très bien. Oui, non, il faut le dire. Quand je suis arrivé, j'ai apprécié le plateau parce que je connais des gens qui ont assez de moyens, en tout cas des structures ici, télévision, qui n'ont pas ce plateau. Courage, et que c'est la preuve que la presse togolaise, malgré le manque de moyens, fait ce qu'elle peut. Courage à vous, courage à l'alternative, et puis on espère emboîter le pas et que d'autres journaux aussi emboîtent le pas, parce que vous savez, aujourd'hui avec l'internet, on est arrivé à ce niveau où, et quand c'est une radio, il y a la version télévision, quand c'est un site internet, il y a la version télé, et puisque avec aujourd'hui la nouvelle technologie, c'est ça l'économie numérique aussi, tout cela est possible. Et vivement que la connexion togolaise aussi soit accompagnée, parce qu'il faut que la connexion soit de moins en moins chère et de plus en plus fluide pour que les Togolais davantage puissent accéder à toutes ces émissions. Surtout la diaspora qui nous écoute, qui est furieuse de ces émissions, qu'elle envoie les moyens, qu'elle met les moyens pour qu'elle puisse continuer par suivre l'actualité togolaise. J'espère qu'ils sont à l'écoute. Merci également pour les compliments. Loïc Lawson, Ferdinand Haïté, merci à vous. Je rappelle que Loïc Lawson est le patron du journal Flambeau des démocrates. Ferdinand Haïté n'est plus à présenter, il est le directeur du journal Alternative. Merci à vous, Ferdinand, merci. Merci, Claver, merci à Claver d'être venu. Nous disons merci à la coordination rédactionnelle de l'Alternative, assurée par son rédacteur en chef, Isidore Kouanou, et à l'ensemble de l'équipe technique d'Aldus. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et retenez surtout que toute fin annonce un nouveau départ qu'il faut savoir prendre. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'autre journal. À bientôt.